Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Ouvrir une filiale aux États-Unis. Je suis Nicolas Bernard Masson, dirigeant de la société Masson International, société qui représente l'État de Pennsylvanie en France, Suisse et Belgique. Nous recevons dans cet épisode du podcast Pascaline Ayoun, Front-End Innovation Leader et R&D Platform Leader pour CertainTeed, filiale du groupe Saint-Gobain. Pascaline va nous parler de la recherche et développement pour les entreprises aux États-Unis. Nous évoquerons également les questions de propriété intellectuelle et de travail d'équipe aux USA. N'oubliez pas de vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée et de laisser votre avis afin de nous aider à faire connaître ce dernier. Ça nous aiderait beaucoup et je vous en remercie par avance. Je vous souhaite une très bonne écoute. Merci beaucoup Pascaline de rejoindre l'épisode du podcast, c'est très gentil à vous. Et bienvenue sur Merci l'épisode. beaucoup Nicolas, ouais. Merci. Merci beaucoup. Pascaline, est-ce que vous pouvez un petit peu vous présenter, parler de votre parcours et de vos postes précédents? Oui, bien sûr. Je suis française, je suis originaire de la partie sud de la banlieue parisienne. J'ai effectué mes études à Paris, à l'université Paris-Sorbonne, en physique et chimie des matériaux pour obtenir un doctorat. Et auparavant, j'étais ingénieure. J'ai effectué ma formation à l'ESPCI Paris. Et j'ai eu la chance, au cours de mes études, d'effectuer différentes stages et expériences, non seulement en France, mais aussi à l'étranger. Donc, j'ai été, par exemple, aux États-Unis pour Saint-Gobain, dans notre centre de recherche en Amérique du Nord, dans le Massachusetts. J'ai aussi l'occasion de découvrir le monde universitaire aux États-Unis, à l'université du Massachusetts à Amherst, et également à Harvard University, dans Cambridge, Massachusetts également. J'ai eu la chance de visiter la Suisse en travaillant 6 mois pour Nestlé. Et par la suite, au niveau études, j'ai fait plus récemment un diplôme en business. Donc, j'effectue actuellement un Executive MBA à Penn State, qui est une université de Pennsylvanie, pour se développer sur le leadership stratégique et ensuite, effectivement, acquérir ce background plus business ayant un background plus technique de base. Donc, aujourd'hui, je suis toujours chez Saint-Gobain. J'ai commencé il y a 7 ans en tant qu'ingénieur de recherche en région parisienne. Je travaillais pour notre activité Fluid System qui fabrique des tubulures en plastique pour l'alimentaire et le pharmaceutique. À ce moment-là, j'étudiais des mécanismes de physique et de sciences des matériaux pour comprendre la contamination de ces tubes en plastique et d'essayer de développer des méthodes de modification des surfaces pour améliorer l'écoulement dans ces tubes et ainsi augmenter la durée de vie de ces tubulures pour le pharmaceutique, alimentaire et boissons. Ensuite, il y a 4 ans, j'ai déménagé en Pennsylvanie pour rejoindre le siège social américain de Saint-Gobain. Je suis dans notre filiale CertainTeed à Malvern. J'ai rejoint l'équipe isolation, qui est une division de Saint-Gobain se focusant sur les matériaux de la construction. J'étais au départ chercheur principal et ensuite j'ai évolué en tant que chef de projet pour développer de nouveaux produits d'isolation thermique et aussi de joints à l'air dans les bâtiments et les structures d'ossature en bois pour la construction américaine. Oui, vous pouvez présenter peut-être un peu votre poste actuel et Saint-Gobain en général? Oui, bien sûr. Donc, plus récemment, j'ai en fait transitionné de l'isolation à une autre division de CertainTeed qui s'appelle siding. Donc, en fait, ce sont des façades, tout ce qui est à l'extérieur de la maison. Donc, ça regroupe des façades, des bardages, également des garnitures autour des fenêtres, des terrasses, des clôtures, des balustrades, donc les accessoires de jardin. Et à l'heure actuelle, je dirige la partie, ce qu'on appelle Front-End Innovation, qui en fait s'organise autour de générer de l'innovation pour notre division
Et donc, je travaille étroitement avec la R&D, le marketing, mais aussi les autres fonctions qui permettent de gérer l'innovation, donc les achats et la stratégie product, la stratégie produit et de portefeuille produit. Donc, mon rôle, c'est d'engager nos collaborateurs en interne, mais aussi nos partenaires externes pour pour stimuler l'innovation et permettre d'améliorer nos produits dans un contexte d'esthétisme supérieur, d'installation qui serait plus facile et d'une durabilité de nos produits qui permettrait à nos consommateurs et clients de pouvoir avoir une maison durable. Donc, nous innovons non seulement dans les produits, mais aussi dans les procédés. Et on s'adresse à toutes les lignes de produits que je viens de nommer précédemment. Notre compétence principale est autour des matériaux plastiques, des façades plastiques, mais on fait aussi des matériaux cimentaires, béton, et un petit peu en moindre mesure, mais des éléments composites. Donc, c'est un mix de plastique et de matériaux inorganiques. Donc, principalement, on s'appuie sur nos compétences fondamentales que nous avons en interne, mais on effectue aussi des thématiques de recherche un peu plus customisées pour aller au-delà de ce que l'on sait faire aujourd'hui. Et on utilise aussi l'évolution des technologies en externe afin de mieux comprendre là où on peut effectivement développer de nouveaux produits et procédés en s'appuyant sur les tendances marché et ce qui est demandé de nos clients. Donc, à l'heure actuelle, en plus de ça, je suis aussi en charge du portefeuille R&D de deux de ces lignes de produits, donc les garnitures de fenêtres, qui sont utilisées non seulement autour des fenêtres, mais aussi au niveau des toitures façades, la jointure, et aussi ça permet un accent d'esthétisme sur une maison. Et d'autre part, je suis en charge de notre produit pierre, matériau cimentaire, qui est un panneau préassemblé de pierre bétonnée. Donc là, avec ce rôle-là, je suis plus en charge de l'amélioration des procédés, l'amélioration de la qualité de nos produits existants, la réduction des coûts et de l'optimisation en fait de nos capacités industrielles en fonction support, parce que la R&D effectivement support des autres fonctions. Et donc, j'anime une équipe pour délivrer sur ces différentes thématiques. Certaines TID, nous développons des produits de construction durable afin de développer le bâtiment. Certaines TID est présent depuis presque plus de 110 ans. C'est une entreprise qui a été fondée en 1904 et qui est la principale marque américaine à l'heure actuelle en produits de la construction. Et encore une fois, non seulement on a tout ce qui est produit de façade, mais on produit également des toitures, de l'isolation, du gypse, donc placo-plâtre intérieur, des plafonds. Donc, c'est une filiale de Saint-Gobain qui est une des plus anciennes sociétés de produits de la construction dans le monde. Et nous avons 6300 employés à l'heure actuelle et environ 60 sites de production en Amérique du Nord, c'est-à-dire États-Unis et Canada. Après, Saint-Gobain, c'est une entreprise mondiale qui est beaucoup plus âgée, donc 355 ans. On est présent dans 68 pays et on compte à peu près 170 000 employés. Et Saint-Gobain donc conçoit non seulement des matériaux pour la construction, mais aussi des matériaux et solutions qui ont pour but d'améliorer le confort de notre société et donc pour l'avenir de tous. Nos produits sont omniprésents dans la vie quotidienne de tous. Donc ça peut être de l'habitat au bureau ou encore dans nos voitures, dans les infrastructures qui nous entourent. Nous produisons aussi des matériaux de haute performance pour la santé et nous avons de nombreuses applications industrielles que nous réutilisons d'ailleurs dans nos business propres, mais aussi pour d'autres industries avec lesquelles nous travaillons. Et bien sûr, nous cherchons à répondre aux besoins et exigences des individus pour améliorer la performance, la sécurité et l'esthétisme de chacun. Il en est aussi du développement durable et donc nous avons vraiment des défis futurs axés sur la construction et mobilité durable, la croissance démographique et notamment les problématiques autour du changement climatique. Oui, et en fait, Pascaline, je vous ai aussi
sollicité pour parler de Saint-Gobain et plus particulièrement de recherche et développement aux États-Unis, comme vous êtes spécialisé dans ce domaine-là. C'est un sujet qui, je pense, passionnera nos auditeurs. Comment est organisé un département R&D aux États-Unis? Comment est-ce que vous réalisez cela? Alors, chez Saint-Gobain, nos départements R&D locaux sont principalement organisés autour des lignes de produits, ce qui est très similaire à ce que l'on peut voir en Europe et qui est aussi assez courant, non seulement chez Saint-Gobain, mais dans les autres entreprises du même secteur d'activité et d'autres secteurs d'activité. Donc, nos équipes sont composées de collaborateurs avec différents niveaux de formation. Certains ont un baccalauréat, d'autres ont un master, d'autres un doctorat. Et nous avons des expertises et des compétences qui vont de la science des matériaux, qui est un petit peu phare chez Saint-Gobain, mais qui nécessite aussi une compréhension fine des procédés. Donc, certaines de nos équipes sont plus spécialisées là-dedans. Et également autour de la modélisation des procédés ou des performances matériaux. Et enfin, des équipes axées sur l'outillage et la conception. Nos centres, donc nous avons des R&D locales un peu dispersées aux États-Unis, mais nous avons aussi une R&D centrale qui est basée sur différents continents. Et en Amérique du Nord, nous avons donc un centre à Northborough, dans le Massachusetts, qui, elle, va chercher à être plus spécialisée dans certains types de sciences qui vont couvrir différents sujets transversaux qui vont avoir un intérêt pour nos business, bien entendu. Et l'idée, c'est que cette R&D centrale est en support des R&D locales. Et ce type d'organisation est très typique des grandes multinationales, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Et comment financez-vous principalement la R&D aux États-Unis? Est-ce que vous recevez des subventions des institutions publiques? C'est une bonne question. Notre R&D alors locale est principalement, et d'ailleurs la centrale aussi, principalement financée par nos business. Nous avons quelques programmes qui sont financés par le gouvernement, mais c'est une très faible quantité. Et puis, bien sûr, ça peut varier d'une entreprise à l'autre. Par exemple, en fonction des applications, certaines entreprises pourraient être financées par l'armée ou des agences à l'énergie. Mais dans notre cas, c'est une minorité. Également, une des différences phares au niveau des subventions du gouvernement, par exemple, nous n'avons pas l'impôt recherche aux États-Unis, qui est une motivation forte pour les entreprises en France, effectivement, d'investir dans la R&D et dans l'innovation. Un des, un des précédents épisodes du podcast, c'était sur les partenariats entreprises-universités. On avait fait ça avec une université de Pennsylvanie. Les partenariats entre entreprises et universités, selon vous, sont-ils fréquents et quel type de coopération ou de contrat vous avez avec ces universités, que ce soit par exemple pour la R&D, le conseil ou la collaboration pour des tests, par exemple? Oui, alors les partenariats sont très importants et essentiels entre les entreprises et les universités, que ce soit aux États-Unis et encore une fois en France, c'est le cas également. Donc, dans notre cas, chez Saint-Gobain, nous avons de nombreux partenariats, principalement encore une fois axés sur le soutien de notre R&D dans des domaines bien spécifiques de nos métiers. Par exemple, la science des polymères qui vient supporter nos divisions plastiques. Donc, par exemple, on travaille avec l'université de Case Western Reserve dans l'Ohio. Ou alors, par exemple, nous développons des relations avec des universités qui vont être axées sur la conception, l'architecture ou encore la science du bâtiment pour supporter nos divisions produits de construction. Et là, par exemple, nous avons une collaboration avec l'école de design du Rhode Island qui est active et qui est pérenne. En plus de ça, nous avons un vaste réseau d'universités avec lequel nous travaillons soit pour différents types de contrats, comme vous le mentionnez dans votre question. Donc, ça peut être de la consultation, ça peut être un projet de recherche ponctuel ou périn, ça peut être aussi du parrainage de doctorat,
ou des programmes d'alternance. Donc, par exemple, nous travaillons beaucoup avec l'université de Drexel, qui est basée à Philadelphie, en Pennsylvanie, pour lequel le cursus universitaire est un peu alternant. En fait, c'est une partie de leur scolarité, de leur année en entreprise, une partie à l'université. Et donc, nous avons en fait une relation avec cette université qui nous permet d'avoir des éléments dans nos équipes qui ensuite, par la suite, permet de remplir nos équipes dans le sens où nous cherchons des talents à recruter. Et donc, nous avons beaucoup d'étudiants qui, en fait, sortent de ces universités-là, qui sont partenaires ou avec lesquels on travaille avec, par exemple, un professeur qui serait un consultant, va chercher effectivement à placer ses étudiants dans notre entreprise. Et nous avons l'intérêt, effectivement, si la consultation, par exemple, a été une bonne expérience, nous recherchons des talents dans ces universités ciblées. Donc, beaucoup de partenariats aussi d'un aspect plus formation. Nous allons en fait rechercher des professeurs, par exemple, qui vont être spécialisés dans un domaine pour délivrer des formations à nos équipes pour transférer une compétence que l'on cherche à acquérir en interne, par exemple. Oui, vous aviez évoqué le crédit d'impôt recherche comme différence entre la France et les États-Unis. Est-ce que vous avez remarqué d'autres différences majeures entre la R&D européenne et la R&D américaine? Oui, alors plus peut-être sur la façon dont les équipes travaillent ensemble. Donc, la R&D, bien sûr, est un travail d'équipe. Et ça, c'est vrai et c'est le cas, quelle que soit la géographie. Mais entre les États-Unis et l'Europe, il y a effectivement des différences qui sont liées essentiellement aux différences culturelles. Donc, je peux effectivement en parler un petit peu. Donc, l'approche américaine, elle, va être beaucoup plus orientée vers la pratique, va s'appuyer sur l'apprentissage par l'expérience, où la vitesse d'exécution est essentielle et va s'orienter sur la définition de gains de productivité, donc une R&D très appliquée euh, et, euh, et qui va avoir un impact technologique industriel immédiat, ou en tout cas à une échelle de temps courte. D'autre part, les Américains sont plus ouverts à tirer parti de consultance dont on parlait précédemment, et aussi plus ouverts à externaliser une partie des efforts R&D, notamment lorsqu'un obstacle se présente ou lorsque la compétence n'existe pas forcément en interne. Une collaboration va être plus facilement initiée. La R&D européenne, elle est plus orientée sur le gain de productivité via une capitalisation technologique, donc chercher à former en interne ses talents et ses ressources. Il va adopter une approche beaucoup plus orientée dans l'analytique, qui va être basée sur la réflexion et investira plus dans la formation ou l'embauche de talents pour acquérir des compétences en interne. D'autres différences que j'ai pu noter, la R&D européenne parrainera beaucoup plus facilement des doctorants. Donc, moi-même, j'ai été effectivement parrainée par Saint-Gobain pour mon doctorat. Et l'idée est effectivement d'intégrer les équipes une fois que le diplôme a été obtenu. Et c'est notamment clé en France, parce qu'il y a des programmes spécifiques qui sont indépendants des universités et des entreprises, qui permettent la rencontre d'entreprises et d'étudiants pour effectuer ce genre de programme. Et donc, je peux citer effectivement la NRT, qui est l'Association nationale de recherche et technologie, qui en France est un exemple d'organisation qui permet de jumeler un étudiant, futur doctorant, avec une entreprise. Un des sujets qu'on avait évoqué avec l'université dans un des épisodes précédents du podcast, c'était le sujet de la propriété intellectuelle entre université et entreprise, mais aussi au sein de l'entreprise elle-même. Comment gérez-vous les sujets de propriété intellectuelle? Est-ce que c'est un sujet très important pour les entreprises américaines? Et voyez-vous plus de préoccupations concernant la propriété intellectuelle aux États-Unis plutôt qu'en Europe? Alors, la propriété intellectuelle est un sujet important pour les entreprises innovantes,
donc comme Saint-Gobain, mais aussi d'autres entreprises aux États-Unis et ailleurs. Donc les brevets et les secrets industriels contribuent énormément à la stratégie de différenciation, donc c'est clé. Saint-Gobain, par exemple, fait partie du top 100 des innovateurs qui a été établi par Thomson et Reuters pour plusieurs années consécutives déjà. Et c'est effectivement une reconnaissance qui met en valeur la quantité, mais pas seulement, la qualité également, et l'impact des brevets que les entreprises soumettent. Et c'est effectivement une translation de l'innovation et de la R&D qui peut être mise en œuvre dans une entreprise. Donc, l'innovation est au cœur de la stratégie de notre groupe. Et par exemple, nous avons près de 23% de nos ventes qui sont générées par des produits qui étaient développés il y a moins de 5 ans. Et juste pour souligner qu'effectivement, c'est quelque chose qui est important aux États-Unis, mais pas seulement. Donc, selon la stratégie d'une entreprise, il va pouvoir y avoir un intérêt ou non à déposer une invention. Et cette invention va pouvoir être déposée soit aux États-Unis, soit dans plusieurs pays. Donc ça, c'est vraiment au cas par cas. Il existe des différences essentielles, on va dire, entre des brevets américains et européens que je peux mentionner. Alors, je ne suis pas une experte de la propriété intellectuelle, mais en tout cas, il y a certaines choses assez clés à savoir. Donc, par exemple, une des différences majeures concerne le niveau de priorité. Donc, en fait, définir qui est finalement l'inventeur d'une invention. Donc, en France, la priorité au niveau de l'invention va être donnée à la personne qui va être le premier à déposer le brevet, alors qu'aux États-Unis, elle est donnée à la personne qui a inventé en premier. Et d'où la difficulté, en fait, de démontrer qui a été le premier. Donc, il y a une rigueur au niveau de la documentation de nos recherches qui est plus importante aux États-Unis qu'en France, parce qu'encore une fois, il va falloir justifier qu'on a été le premier à inventer s'il y a un conflit entre deux personnes, par exemple. D'autre part, le droit américain au niveau des brevets oblige l'inventeur à préciser de manière pratique comment l'invention peut être exercée. Et donc, c'est quelque chose qui est spécifique aux États-Unis et qui n'est pas nécessaire ou obligatoire en France. Une autre différence, c'est qu'il existe un délai de grâce d'1 an sans perdre le droit de brevet à déposer aux États-Unis, même si l'invention a déjà été communiquée ou publiée, qui est encore une fois une différence par rapport à ce qui est fait en France ou en Europe. Pascaline, vous aviez évoqué les échanges internationaux, que ce soit pour vous, le fait d'être parti aux États-Unis ou les échanges de doctorants au sein du groupe. Pouvez-vous partager votre expérience en tant que Française sur la façon de travailler dans une équipe américaine? Qu'en est-il de l'organisation du travail? Comment se tiennent les réunions? Et les comportements que vous avez remarqués qui sont différents dans la culture américaine? Oui, tout à fait. Alors, c'est une expérience formidable de travailler avec une équipe américaine. L'ambiance est généralement très dynamique, collaborative et moi, je trouve très motivante. Les réunions, plutôt fluides et ouvertes à des modifications de l'ordre du jour. Par exemple, on va, au début d'une réunion, demander à chacun s'il y a des choses à ajouter, à retirer, sans jugement de valeur. Donc, c'est vraiment fluide et ouvert. Dans le contexte aussi de la culture égalitaire américaine, la communication est facile et tout le monde a le droit de parler en réunion, et quel que soit son niveau dans l'organisation ou son âge. Donc, un environnement safe pour discuter. Ensuite, la diversité internationale, effectivement, je l'ai mentionné auparavant, et chez Saint-Gobain, elle est très importante, notamment au niveau de notre R&D. Ça va donc réunir un large éventail de cultures et d'expériences qui vont créer des équipes très fortes et diversifiées, ce qui est une valeur ajoutée pour l'entreprise et puis pour de nombreuses entreprises qui ont ce même schéma. Quelque chose qui va être peut-être un peu plus difficile à saisir en tant que Français, auquel je me suis confrontée, qui est parfois d'évaluer la capacité d'une personne ou de son équipe à effectuer une tâche,
car souvent ils peuvent avoir un peu peur de dire non ou de questionner en fait la tâche à accomplir et en fait vont peut-être ne pas avoir compris ce qui était attendu d'eux et laisser couler. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel il faut s'habituer et en fait comprendre quelles sont les questions à poser à la personne pour identifier si oui ou non elle est confortable à effectuer la tâche. Ensuite, les styles de communication peuvent être assez différents et je dirais qu'il est important d'avoir en tête que l'environnement va être beaucoup moins formel que ce qu'on peut avoir en France et qu'il va falloir essayer de ne pas s'offenser si on se fait interrompre quand on parle et de manière plus importante d'éviter de bannir la confrontation directe. Et après, peut-être sur une note un petit peu plus fun, il faut aussi se familiariser avec le jargon. Donc en Pennsylvanie, la Pennsylvanie est réputée pour utiliser un jargon assez large, donc des expressions qui vont être au départ un peu dures à saisir et puis petit à petit on les apprend et c'est bien. Mais après à l'échelle nationale, il y a le jargon sportif qui est vraiment clé pour s'intégrer et puis ensuite aussi participer aux discussions de tous les jours qui ramènent beaucoup le baseball ou le football à l'ordre du jour. Donc il faut effectivement savoir quelles sont les équipes qui ont gagné la veille et aussi savoir les goûts de chacun pour ne pas offenser les personnes. Et enfin, le temps, c'est de l'argent. Donc, la brièveté et la concision de vos communications vous donneront le respect. Donc, à garder en tête dans la manière dont on interagit avec les gens. Et avez-vous remarqué des différences majeures dans le management? Alors oui, la plupart des structures organisationnelles sont plus plates. Les dirigeants vont être accessibles et ouverts à accorder du temps à tout le monde. Comme je le disais précédemment, quelle que soit sa place dans l'organisation ou même son âge. Le management utilise une approche du laisser-faire avec très peu d'intervention et la confiance va être le mot-clé dans le management à l'américaine. Également, la flexibilité en termes de gestion de son temps va être assez différente de l'approche européenne, où on va avoir beaucoup moins de jours de vacances, mais il va y avoir plus de place d'un point de vue gestion de sa semaine, par exemple, pour avoir un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Et enfin, la reconnaissance des employés est basée sur le mérite et l'égalité des chances, qui est vraiment la règle d'or aux États-Unis. Pour le coup, peut-être que j'ose vous poser quelques questions un peu plus personnelles sur votre expérience. Au niveau des visas, comment est-ce que ça s'est passé pour vous? Alors de mon côté, donc je suis en expatriation, j'ai été envoyée en visa, ce qu'on appelle E, c'est trader et investisseur. Mais bon, il existe beaucoup de visas qui sont disponibles pour différentes nationalités pour travailler aux États-Unis et là, pour le coup, c'est vraiment au cas par cas. Ça dépend de l'entreprise qui envoie, là où est son siège social. Ça dépend de l'employé qui est à être envoyé, par exemple, qui peut être de nationalité française, travaillant pour une entreprise française, ou qui peut être étranger, travaillant pour une entreprise française, à envoyer aux États-Unis. Ça va aussi dépendre du niveau d'études. Et donc, c'est vraiment au cas par cas pour chacune des personnes. Oui. Et au niveau des retraites, est-ce que vous avez mis en place certaines choses ou est-ce que peut-être le groupe vous propose des avantages? Comment est-ce que vous avez appréhendé ce point-là? Alors, au niveau des retraites, certaines entreprises peuvent aider le salarié à maintenir une pension en France. Saint-Gobain en particulier le fait pour une certaine durée. Mais autrement, le salarié peut décider de lui-même de contracter une pension en France, à savoir que ça reste quand même coûteux. Quelque chose qui est important de savoir, c'est qu'il y a une équivalence, il y a un accord entre les États-Unis et la France pour les retraites, ce qui permet à un Français expatrié aux États-Unis de cotiser, de continuer à cotiser pour ses trimestres. Alors, quand je dis cotiser, c'est peut-être pas le bon mot, c'est à
compter les trimestres, que la personne cotise ou non en France, en fait. On n'est pas obligé d'avoir une cotisation de pension en France pour comptabiliser ces trimestres. Et donc, le tout permet de s'accumuler pour le calcul de la retraite en France si on a un retour en France par la suite, par exemple. D'accord. Après, oui, j'allais dire que effectivement, l'autre partie, c'est que la plupart des travailleurs américains ont ce qu'on appelle la sécurité sociale, ce qui permet en fait, alors je ne sais pas exactement au bout de combien de temps un Français expatrié peut avoir le droit à cette cotisation, mais il va pouvoir effectivement toucher en fait une retraite qui va lui permettre de vivre. Alors c'est pas énorme, mais ça va effectivement être quelque chose qui est donné aux Américains et qu'un expatrié, en tout cas localisé pour un certain nombre d'années, pourrait effectivement toucher. Et enfin, les grands groupes qui peuvent se permettre d'offrir ça à leurs employés leur proposent de participer à un 401(k). Donc, c'est un plan de retraite qui est généralement abondé par l'entreprise. Et donc, ça, même en tant qu'expatrié, on a le droit de participer à ce 401(k). Donc, par exemple, j'en ai un. Et au niveau des assurances, est-ce qu'il y a des programmes spécifiques pour l'assurance maladie? Est-ce que vous vous assurez d'une manière un peu spécifique aux États-Unis? Alors, l'assurance, effectivement, est différente du format français. C'est d'ailleurs assez compliqué. Mais globalement, il y a l'entreprise, enfin les grands groupes vont fournir en fait une certaine assurance maladie avec différents menus, on va dire, différents niveaux de couverture. Et une partie est subventionnée par l'entreprise et l'autre partie est à la charge de l'employé. Il y a aussi, encore une fois, pour les personnes qui sont en expatriation, des plans internationaux qui permettent aux employés d'être couverts non seulement dans le pays dans lequel ils résident, mais aussi dans les autres pays dans lesquels il est mené à voyager ou à retourner au cours de son expatriation. Et ensuite, il y a de nombreuses assurances qui sont importantes de connaître et d'avoir aux États-Unis. Certaines sont très similaires à ce qu'on a en France, d'autres sont peut-être un peu moins. Donc, déjà, la première, c'est l'assurance habitation. Il est obligatoire de contracter une assurance pour se couvrir non seulement pour nos biens en propre dans notre habitation, mais aussi en fait pour couvrir les personnes qui pourraient porter dommage à nos biens. Et ou si en fait par exemple, une personne qui vient chez vous et qui a des lunettes et vous lui cassez ses lunettes, cette personne pourrait se retourner contre vous et en fait, avoir cette rassurance vous permet de couvrir pour ces choses-là. Et enfin, alors quelque chose qui est très fortement recommandé d'obtenir, c'est une assurance qu'on appelle Umbrella, qui est une assurance supplémentaire qui protège contre la poursuite judiciaire. Ça protège les actifs et aussi les futurs revenus au nom de la personne, qui permet en fait de se protéger en cas d'aléa. Effectivement, la culture de la poursuite judiciaire est assez forte aux États-Unis, et donc c'est quelque chose de bien à voir. Et enfin, comment avez-vous trouvé votre lieu de vie, votre appartement? Est-ce que vous avez fait des démarches particulières? Alors, dans mon cas, j'avais un forfait de déménagement et un agent immobilier qui m'a aidé à en fait me familiariser avec la ville, les différents endroits. Donc, ça m'a beaucoup aidé pour visualiser là où j'avais envie de vivre. Mais en parallèle, je cherchais aussi de mon côté via des sites web, donc certains qui sont assez connus, Zillow, Foreign.com, Rent Café, Craigslist, et il y en a beaucoup d'autres. Et par la suite, finalement, j'ai trouvé mon appartement via ce moyen-là. Mais j'imagine qu'il y a aussi des agents immobiliers par lesquels on peut passer pour trouver un logement. Merci beaucoup, Pascaline, d'avoir répondu à nos questions pour cet épisode du podcast. Comment les entreprises peuvent vous contacter? Peut-être sur LinkedIn, vous avez peut-être des pages d'entreprise également? Oui, alors sur LinkedIn, on peut me contacter via LinkedIn, je serais ravie de répondre à d'autres questions supplémentaires. Et autrement, bien sûr, Certainteed et Saint-Gobain
ont chacune leur page dédiée sur LinkedIn ou sur le site web internet. Oui, ok. Je ferai aussi en sorte de les faire apparaître en description du podcast quelque part. Merci beaucoup Pascaline. Merci beaucoup Nicolas. Merci, à bientôt. à très bientôt.